Ah, moi, je pensais que Mioub allait faire un merci, mon ami, en le dégageant. Merci, mon ami. Le chat est en émoi. Un petit mic comme ça, c'est dommage. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, c'était ça qui... C'est un petit peu vraiment naïf. Parce que moi, je suis passionné de... J'ai été passionné... Tu m'entends? Ouais. J'ai été passionné de religion pendant tout un temps. J'ai lu les textes sacrés quand j'avais 20-25 ans, un truc comme ça. Je me suis tous farci. Je me suis arrêté aux Mormons, c'était un peu compliqué là. Je n'arrive pas... Alors, je suis sûr que c'est des a priori, mais je voudrais qu'on parle de l'efficacité réelle dans le monde réel. Hein. Je n'arrive pas à m'imaginer légitime pour parler des questions de l'islam. Je m'imagine pas légitime et pas efficace. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je pourrais? Est-ce que... J'ai la réponse parfaite pour toi. Je termine juste avec la caricature. J'ai l'impression que je vais arriver et qu'on va me dire c'est qui ce blanc-bec? Qu'est-ce qu'il vient foutre dans notre jeu? Il a rien à foutre là. Il y a la blanc-bec là-bas. Ouais, j'ai la réponse parfaite. Je te présente Cassius. Cassius. Je sais pas ce que tu connais ou pas. J'étais un peu stressée tout à l'heure, là ça va mieux. Je n'ai pas l'honneur, désolé. Bah voilà, c'est le tir est rectifié. Est-ce que tu peux répondre à sa question? Parce oui, que je pense bien que sûr. Ça te parle. Oui, ça me parle beaucoup, ouais. En fait, à partir du moment où on s'intéresse réellement, je vais juste te montrer un exemple, hein. C'est un Coran. Tout ça, ça a été rajouté au fur et à mesure. Pardon? J'ai vu... Non? Ah, ok. En fait, à partir du moment où on commence à s'intéresser, qu'on étudie, qu'on se renseigne, et surtout qu'on prend exemple, parce que moi, bien évidemment, hein, ça fait quoi, 2 semaines, peut-être 3 maintenant, je suis pas encore en roue libre, hein. Je suis pas encore toute seule, j'ai encore des appuis, j'ai des gens qui me soutiennent, je viens sur les lives aussi, forcément, avec Mihoub, Jack, etc. Amir qui vient régulièrement également, j'ai des professeurs. Je m'intéresse, et du coup, même si je ne suis pas crédible aux yeux de certaines personnes, j'ai remarqué, à ma grande surprise, que j'étais soutenue, et que les gens, ils acceptaient. Hormis ceux qui n'acceptent pas la parole de Mihoub et de Jack, eux, ils accepteront pas plus la mienne, ça c'est sûr. Mais non, franchement, je pense qu'il y a aucun risque et aucun souci de ce point de vue-là. Je pense que c'est un a priori et que je devrais donc le dépasser. Oui, totalement, ouais. Je montre que j'ai vraiment potassé mon truc correctement, bah, j'aurai un accueil comparable à partout ailleurs en fait. Exactement. Et surtout, Sam, tu as déjà des outils. Tu as déjà un acquis en termes de méthode. Quelqu'un qui n'a jamais pratiqué l'entretien épistémique ou le débat, oui, il va démarrer de très loin. Mais quelqu'un qui a déjà une rhétorique, Cassius, c'est son cas. C'est quelqu'un qui débattait, qui avait une rhétorique. Elle a rajouté des données, des informations, une connaissance de quelques textes. Elle n'a pas fait 10 ans d'études. Quelques textes qui vont être utiles pour une discussion épistémique. Voilà. Et à partir de ça, ça roule. Parce que il y a plein de points communs avec le christianisme, sur la Genèse, oui. Sur la création, Adam et Ève. Il y a déjà des acquis que tu as. Il y a juste des éléments supplémentaires sur la méthode sunnite, des choses comme ça, quelques textes, et après... Oui, parce que lire le Coran n'est pas du tout suffisant, ça je m'en suis vite aperçu. Oh non, c'est un terrier de lapin, comme on dit. Une fois que t'es dedans, il y a plein de choses à exploiter, plein de choses à étudier. Donc, mais à peu près comme toutes les religions, je pense. Est-ce que j'ai le droit de vous dire que je suis très... j'éprouve énormément de fierté quand on me dit que j'étais un petit peu la cause de tous ces trucs-là, avec Jack le Fou là et tout ça. C'est fou. J'adore ce que je découvre là. Voilà. Je me permets une petite guimauverie. Ça pleurait, c'est ça? Non, mais c'est vrai, tu sais, voilà. Non, c'est pas Tam qui pleure, Amir. Voilà. Donc, on se retient, on n'a pas envie de faire les groupies ou un truc comme ça. On essaie de garder le contrôle de ce qu'on dit pour discuter. Mais clairement, oui, t'as influencé pas mal de personnes positivement sur leur méthode, sur leur
manière d'aborder l'information. Bon. Eh ben la vache, je vais bien dormir du coup. Mais ça me donne vraiment envie de mettre en avant tout ça. Parce que je vais déjà inviter le Jack à être vu par mes abonnés. Et puis on va un petit peu discuter de tous ces mouvements dont j'étais absolument pas au courant. Et je trouve ça dingue que j'ai pas vu ça. Je crois que je suis encore criblé d'a priori en fait, et il faut que je travaille là-dessus. Voilà. Et donc le chef est parti et on se... Non, il est là, il est en train d'écouter, il est juste en train de manger un petit peu. Moi j'ai une petite question, mais Amir là il va m'aider peut-être. Parce que vous parlez là moi je l'appelle la comfort zone là, de sortir de la comfort zone. Est-ce que on est des lâches? Nous, par exemple, on a un cas spécial là. On discute que avec les musulmans sunnites. Bien sûr qu'on maîtrise ça. Ça fait des années qu'on fait ça. Surtout moi et Jack, on a quand même développé méthode. Comment on discute avec une méthode qui est efficace. Mais de sortir et d'aller, par exemple, discuter avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est des lâches et qu'on a peur de sortir de cette confort de zone. Est-ce que ça c'est vrai normalement? Mais quand tu dis toi sortir de c'est-à-dire parler par exemple à des chrétiens ou des... Non, je sais pas, parler avec des autres, des coranistes, parler de la création, par exemple parler de la religion, mais parler de la création par exemple. Parce que nous on parle pas de la création parce que ça ne nous intéresse pas. Parce qu'elle a aucun effet pour chez les musulmans sunnites ou dans notre combat là. D'accord. Donc je sais pas Sam ou Clément, quelqu'un s'il a envie de... Parce que là on a un exemple. Tu vois, Cassius là, elle est courageuse. Tu vois, elle a sorti peut-être de son confort zone là. Maintenant elle fait des débats et moi ça fait 3 jours que je l'ai vu, elle faisait un débat, c'était super. J'étais vraiment fier d'elle. Elle a très très bien maîtrisé, mais pourtant elle n'a pas d'expérience de discuter les textes. J'ai des bons professeurs aussi, Sam, je préfère te le dire. Ça a l'air. Moi, je veux juste dire un truc, c'est qu'il n'y a pas d'injonction à sortir de sa zone de confort. On a tous et toutes des capacités qui sont les nôtres, et c'est bien de connaître ce qu'on est capable de faire avant de se donner des objectifs qui sont trop irréalistes ou peut-être trop tôt dans un parcours, etc. Moi, j'ai commencé en parlant principalement des ovnis et des trucs que je connaissais, tu vois. Et petit à petit, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai été vers les sciences plus dures et j'ai vu qu'en fait ça allait. Et tu sais, il faut tâter, c'est comme un lac gelé, hein, on sait pas où c'est solide tout ça. Et donc, mais en même temps, quelqu'un qui reste à sa place, j'ai pas à le critiquer, je pense. C'est vraiment des choix personnels, je trouve. Moi, personnellement, je trouve que c'est des choix personnels. Oui, c'est difficile, c'est pas facile. Peut-être Jack, il est revenu maintenant, il peut expliquer un petit peu parce que Louis, il m'a poussé de sortir de ma confort zone. Parce que ça, moi, je parlais pas le français, ça fait 7-8 semaines que j'ai commencé à parler le français, là. Et maintenant, je fais des débats avec, notre sacré professeur Jack Lefaux, là. Moi, je faisais des débats en arabe et en algérien. En fait, l'inverse s'est produit aussi. Quand j'ai commencé, moi, à débattre, il m'a forcé un peu à utiliser l'arabe classique. Et je répète, l'arabe classique. Donc, c'est pas l'arabe qu'on parle, personne ne parle l'arabe classique dans la rue. Je vous le dis, au cas où vous pensez que dans les pays arabes, on parle pas l'arabe classique du tout. Donc, il m'a forcé à parler l'arabe classique. Et maintenant, je le maîtrise. Donc, c'est à mon tour de te rendre, la même chose. Je te force un peu à parler français et tu vas finir par maîtriser le français. Mais par rapport à la zone de confort, oui. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut toujours sortir de ta zone de confort si, bien sûr, il y a toujours un si tu as une volonté d'apprendre quelque chose de nouveau et de maîtriser quelque chose de nouveau. Et moi, les débats sur l'islam, je vous le dis, moi, je suis athée.
Vous savez ça, ce que ça veut dire athée? Ça veut dire ils s'en foutent des religions. Moi, l'islam, je m'en fous. Sérieusement, j'aimerais bien vivre ma vie sans religion, sans avoir à parler de religion, sans avoir à l'évoquer, sans que Allah ou le prophète ait quoi que ce soit à avoir dans ma vie. Moi, c'est ce que je veux. C'est pas, visiblement, c'est pas ce que je fais. Donc j'ai été forcé quelque part par mon militantisme politique pour les libertés que j'ai parlé tout à l'heure, donc les libertés individuelles, les libertés collectives, l'égalité, le respect de la dignité humaine, les droits de l'homme, la protection des enfants. Dans mes débats, à mettre ces idées-là en avant, je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même une sacrée barrière dans mon pays à moi, l'Algérie, qui empêchait, qui parasitait et qui empêchait carrément l'avènement de ces idées-là sur le plan politique et sur le plan social. C'était l'islam sunnite, qui était réellement utilisé comme un argument d'autorité. C'est-à-dire, si je suis là, je suis en train de défendre l'égalité entre les hommes et les femmes, j'utilise des arguments logiques, des arguments rationnels, les droits de l'homme. Et en face, il suffit juste de dire, ouais, mais Allah et le prophète ont dit que l'homme a autorité sur la femme. Donc, ils font appel à une autorité, comme dans l'argument le sophisme de l'appel à l'autorité, exactement pareil. Ils font appel à une autorité et pour t'empêcher de parler. Et dans un pays où cette religion, donc l'islam sunnite, est réellement une autorité à laquelle tu peux faire appel pour réprimer toute idée progressiste. Parce que moi, je suis profondément de gauche, donc je crois réellement je crois au progrès, je crois au progressisme. Bon, je sais pas comment la gauche est définie en France. Moi, c'est comme ça que je la définis. Je la définis par des valeurs de solidarité, de fraternité, de progressisme, de liberté, de droit. Peut-être qu'en France, parce qu'on a eu ce débat hier avec Clément et Dari, j'ai rien compris. J'ai toujours rien compris ce que c'était que la droite et la gauche en France. Mais bon, passons, c'est pas grave. C'est un débat qui... Non plus, on a toujours pas compris. On comprend pas non plus. Donc personne ne comprend, ok. En tout cas, moi, la gauche à laquelle je m'identifie, voilà, elle est vraiment simple à expliquer. C'est solidarité, fraternité, humanisme, séparation du pouvoir religieux avec le pouvoir du gouvernement. C'est vraiment des marqueurs très clairs pour moi. Donc, parler de ça, j'étais obligé de parler de l'islam parce qu'il est utilisé comme argument. Et si on est dans un débat, on doit contre-argumenter par rapport à l'argument qui est utilisé. Le problème, c'est que dans un pays, si tu contre-argumentes contre la religion, il y a une loi, carrément. Il y a une loi, la 144-2, qui t'empêche de le faire. Tu risques de la prison. Si tu contre-argumentes un argument religieux. Donc, tu imagines ça, à quel point ça empêche l'avènement des valeurs démocratiques. Donc, voilà, donc je me suis dit, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on va me sortir l'argument religieux, au lieu de me taire, ce que je suis supposé faire, ou alors essayer de rentrer dans un débat religieux, leur expliquer, non, tu sais, Allah, quand il a dit les hommes ont autorité sur les femmes, c'est pas ce qu'il voulait dire, et là je rentre dans un débat religieux à expliquer des textes, mais moi je m'en fous des religions. Donc je me suis dit, je prends le taureau par les cornes. Et toute ma méthodologie, et notre méthodologie avec Miho, elle consiste à ça. Tu as utilisé l'argument Allah a dit. On va voir ce que Allah et le prophète ont dit. Et on va voir si tu assumes toujours cette parole de Allah a dit, le prophète a dit. Et on va le dire, on va le redire, à chaque fois qu'on va nous sortir cet argument religieux, on va dire exactement ce que Allah et le prophète ont dit, ce que le consensus de cette religion disent, et on va voir si tu assumes maintenant cette parole, ou si tu aimerais commencer à la cacher et à la garder quand même dans ton espace privé, et à ne plus vouloir l'imposer dans l'espace public. Et moi, ça s'appelle la laïcité. Et la laïcité, ça vient pas d'en haut, avec une loi qui va s'imposer, et toute la société va l'appliquer. Non, ça vient par la pratique de la société, et c'est ça qui va faire émerger une loi, comme la loi de 1905 en France, qui a émergé de la société parce qu'il y avait un rejet total de cette autorité catholique dans l'espace public ou l'espace politique. Donc il y a une loi qui a concrétisé cet état de fait. Moi, j'aimerais que, voilà, je me suis dit, c'est comme ça qu'on pourrait, arriver en Algérie. Et il se trouve que mon autre discours, à moi et Miho, comme tous les discours, d'où il émane, même, c'est-à-dire
un Péruvien qui parle, ou un Brésilien, ou un Japonais qui parle, il aura toujours deux dimensions dans son discours. Alors c'est pour ça que les livres, il y a des livres qui marchent à l'international, parce que il y a la dimension locale, c'est-à-dire moi quand je parle, c'est un Algérien qui parle, c'est pas une autre nationalité. Donc il y a une dimension locale, peut-être il y aura que les Algériens qui vont comprendre, mais il y aura toujours une dimension universelle que tout le monde peut comprendre. Et moi je pense que c'est cette dimension-là qui a fait en sorte que quand j'ai ouvert par exemple ma chaîne YouTube en français, ben ça a pris parce que mon discours, il est universel. Il a une dimension universelle et les gens comprennent. Et ils comprennent exactement ce que je dis, comprennent ce que je fais, comprennent ma méthodologie, et cette dimension universelle, bah, elle plaît. Et c'est vrai je l'ai saupoudré un petit peu de scepticisme, de philosophie, de rationalité, de logique, toujours des valeurs, pour moi, universelles. Bon, vous appelez ça, vous, la zététique, mais moi, j'appelle ça comme je veux. Voilà. J'appelle ça la rationalité, la logique, la philosophie, le scepticisme méthodologique, l'empirisme. Et pour moi, je pense que c'est ça qui fait que ça touche quand même un petit peu à l'international. Parce que quand je vois les personnes qui écoutent ma chaîne en français, ben, il n'y a pas que la France. Avant, il y a 2 mois de cela, on m'a demandé, j'ai donné le chiffre 71% de public en France. C'est plus le cas. Maintenant, c'est 59% de public en France. Donc le public français a augmenté, mais les autres publics ont augmenté beaucoup plus. C'est-à-dire, il y a vraiment des 5 continents. Vraiment, des 5 continents. D'ailleurs, le live qu'on a ouvert avec Miho, c'était un live test. Vraiment, c'était juste un live test. Pour tester, régler avec Amir et tout ça, comment ça marche les lives YouTube, ben, il y avait 4400 personnes sur le live. Je sais pas ce que vous arrivez à imaginer. Pour une chaîne de 50 000 abonnés, faut ouvrir son premier live à 4400 personnes sur le live sur YouTube, ben, c'est énorme. Et les chiffres, c'était pareil. 50% en France, 50% complètement en dehors de la France. Il y avait de l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, il y avait de l'Asie, il y avait de l'Australie. J'ai montré à Miho quelques pays. Je pensais même pas que j'étais écouté là-bas. Eh ben si. Et je pense que c'est vraiment la dimension ou la touche algérienne amalgamée, si je peux utiliser ce mot sans connotation péjorative, amalgamée à la dimension universelle. Est-ce que ça répond à ta question ou? Très bien. Merci. Bon, est-ce que tu veux dire quelque chose, M. Sam, avant d'aller à Tina? Peut-être elle a une question. Je vais devoir pas traîner. Moi, je vais rester encore 10 minutes et puis je vais aller rejoindre ma famille. Mais je n'ai rien à dire. Je suis bouleversé en fait. Je me rends compte que je savais qu'on passait à côté nous d'un énorme truc. Et j'espère que j'aurai le temps de revenir te voir régulièrement et peut-être mieux comprendre tout ce qui se passe parce que ça m'a l'air d'être un énorme machin que je vois pas et j'aime pas ça. Voilà, donc c'est super. Bon, tu parles de moi comme ça, mais bon. Merci. Tina, bonsoir. Bonsoir. Alors, bon, Sam est là. Parce qu'en fait, ma question était pour Thomas. Mais bon, je vais reformuler ma question en avis et vous allez me contredire ou me répondre. Je vais rebondir sur ce que Thomas avait dit. Il avait dit, ou il avait reproché en quelque sorte, de ne pas aller chez certaines personnes, parce qu'elles parlent de certains sujets, tels que par exemple les néo-moustachus, etc., etc., parce que si on n'est pas expert dans la matière. Moi, mon ressenti en tant qu'auditrice, c'est que Thomas, ou le fait de dire ça, c'est que la personne ne fait pas assez confiance à son public pour pouvoir, par exemple, arriver à une conclusion ou arriver à démolir cette idéologie, etc., etc. Parce qu'en vrai, la zététique, qu'est-ce que c'est? La zététique, c'est pas de venir avec des informations, je vous ramène mes informations. Comme Jacques l'a bien relevé tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être expert dans le sujet pour pouvoir, par exemple, utiliser la zététique dans un débat, comme le fait bien Jacques d'ailleurs tous les jours. C'est de pouvoir, le but en fait, c'est de poser la bonne question.
Et le fait de dire oui, faut pas aller chez des personnes qui parlent de certains sujets qui sont un petit peu tabous, un petit peu extrémistes. En fait, en vrai, c'est pour balayer la poussière sous le tapis, si c'est comme ça qu'on dit. Et oui, et en tant qu'auditrice, encore une fois, genre ça m'a donné l'impression que en fait, on ne fait pas confiance à nos auditeurs ou à la capacité mentale de nos auditeurs de pouvoir de eux-mêmes utiliser les outils qu'on peut écouter ou entendre dans les débats pour pouvoir faire notre propre opinion. En gros, faire confiance à l'intelligence des gens. Voilà, je résume. Exactement. Merci. En fait, je voulais la réponse de Thomas, mais bon. Bah, Thomas n'est pas là, mais bon, je pourrais pas répondre à sa place, mais j'aimerais juste dire une phrase et je donne la parole à Sam, parce que je sens, moi, je ne sais pas expliquer ce que c'est que la zététique. Je vous assure, hein, mais je sais la pratiquer. C'est bizarre de dire ça, mais je vous assure que c'est le sentiment que moi j'ai. Je ne sais pas l'expliquer. Si quelqu'un me demande c'est quoi la zététique, c'est quoi l'esprit critique, je ne sais pas. Je vais pas arriver à trouver vraiment les mots exacts. Par contre, je sais l'appliquer. Quand quelqu'un va me dire, mais c'est quoi, explique-moi comment on peut être bienveillant et respectueux dans un débat. Je ne vais pas pouvoir te l'expliquer, mais je sais comment le faire dans un débat. Être bienveillant et être respectueux. Et le respect pour moi, c'est de dire à la personne d'en face exactement ce que tu penses. C'est aussi simple ça, et c'est aussi simple que ça le respect. C'est-à-dire, encore une fois, je reviens à ton mot, ou l'idée que tu voulais émettre, donc respecter l'intelligence des gens. Si je ne leur dis pas exactement ce que je pense comme je le pense, ça veut dire que j'ai pas confiance en leur intelligence. Et ça, c'est le côté malsain de la bienveillance. Si tu veux... Oui, c'est ça. Et je vais vous laisser. Et bon, les gens qui c'est oui, je suis stressée. En plus, je suis gênée parce que je fais tâche là sans ma caméra. C'était ça ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Jacques. Je vais descendre. Sam, il va te répondre. Ah, d'accord, ok. Alors, j'attends. C'est Sam, vas-y, monsieur. Oui, on va m'appeler Sam. Hein. Je suis pas. C'est un peu très grandiloquent tout ça. Merci Tina, parce que tu vois, ça c'est un des trucs que j'ai pas pu dire tout à l'heure. C'est que effectivement, ces dialogues, ces discours de il faut pas aller chez un tel et un tel. C'est comme si automatiquement ça allait arriver, les gens sont stupides et en voyant qu'il va avec chez un tel et ils vont tout de suite être convertis et oulala. Alors que l'outil qu'on délivre est précisément un outil qui permet de ne pas tomber dans ce panneau-là, en théorie. Donc effectivement, tu le soulèves, il y a une contradiction là-dedans qui vaut la peine d'être exploitée, même si elle n'est pas, comment dirais-je, même si elle n'est pas au cœur du problème. C'est effectivement un truc qui moi me marque terriblement, c'est que où est l'intelligence des gens là-dedans et où est aussi la considération pour les gens qui s'informent à partir de plusieurs sources. Parce que la majorité des gens que je connais dans le monde réel, moi, à part ma communauté sceptique, c'est des gens qui vont écouter un peu toutes les sources. Et je crois que, alors c'est de l'anecdote, c'est évidemment du témoignage personnel, je n'ai pas des statistiques sur ce que les gens regardent comme source, mais je crois que moi je serais bien comment dirais-je, je serais bien vantard si je m'imaginais qu'en allant quelque part, j'amenais tout de suite une confirmation de la personne auprès de tout le monde. Alors que je parle d'esprit critique et que c'est avec l'esprit critique qu'on juge ça. Donc merci d'avoir placé un mot là-dessus. Et pour rebondir sur ce que Jack disait ensuite, j'aime bien dire que la zététique, c'est juste être un geek des questions relatives à l'esprit critique. C'est-à-dire, c'est juste avoir pris conscience que quelque chose qui s'appelle l'esprit critique existe, que c'est important de se renseigner sur ce que c'est, que personne ne sait le définir avec précision, même les experts, et que c'est passionnant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je peux ajouter un petit point? Ah, pardon. Justement, oui, en réponse à ça, par rapport au fait que Thomas disait il se sentait pas, par exemple, d'aller débattre avec des petits moustachus. Quand on pratique le debunk, Thomas l'a fait sur des sujets, je connais un peu le domaine aussi, le fait est super important. Et je pense qu'il y a une peur de se faire piéger en y allant,
en maîtrisant mal un point du sujet ou autre, et c'est difficile sur des sujets assez graves, comme on peut en trouver chez les négationnistes, tu vois, de se retrouver face à un mur en mode il nous balance une information et on s'y était pas préparé, et de dire bah je sais pas, peut-être face à quelqu'un qui a un discours qui est vraiment grave, ça peut rebuter et on peut refuser d'y aller pour ce genre de raisons, tu vois. Je pense que quand tu parlais de peur tout à l'heure, Jack, il y a un peu cette peur de légitimer quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à contrer un fait, parce qu'on connaît pas tous les sujets avant d'y aller, quoi. Mais est-ce que tu as réellement besoin de connaître tous les sujets pour... Ça sert justement à ça, une méthodologie, comme dit Sam dans ses vidéos, une méthode avec laquelle tu fais rentrer des choses dans ta tête. Bah, ça sert à ça aussi. Cette méthodologie, c'est tu l'utilises pour questionner les affirmations que l'autre fait, même si tu connais pas. Tu questionnes juste. Tu as affirmé ça, comment tu le sais? Est-ce qu'il y a une source? Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, la peur dont j'ai parlé, c'est vraiment la peur. J'ai pas confiance en moi. C'est-à-dire, j'ai pas confiance en moi. Je sais pas si je vais assurer, si je vais quelque part. Parce que je te donne un exemple, hein. En plus, on en a parlé plusieurs fois, moi et Mehoub. Moi, le petit moustachu, s'il passe par là sur le live, j'adorerais l'invité qui vient de me parler. Tu vois le truc? Même le petit moustachu lui-même. Parce que je pense qu'il y a toujours matière. Il y en a qui ont essayé ça, il y a pas longtemps. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, hein, très récemment. Donc, je t'assure, même le petit moustachu, j'aimerais lui parler pour comprendre justement comment il est arrivé à ses conclusions, comment ça se fait. Est-ce qu'il peut les maintenir? Est-ce qu'il a des sources de ce qu'il affirme? Est-ce que j'ai pas besoin de connaître tous les sujets par cœur. Il suffit juste de poser les bonnes questions et laisser et faire confiance à l'intelligence des gens. Encore une fois, parce que les gens ne sont pas bêtes. Parce que si tu penses que les gens sont bêtes, c'est parce que peut-être que toi tu te sens bête. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a certains sujets pro petit moustachu qui sont assez permanence sur des questions de dilatation de gaz ou des choses du genre, tu vois. Non, mais ça dépend. Est-ce que tu fais un débat pour aller affirmer des choses? Là, oui, tu as besoin d'avoir toi-même des connaissances, et d'avoir ces connaissances-là, tu peux même les étayer. C'est-à-dire, si on te pose comment tu as su, ben voilà la source. Là, tu fais des affirmations dans un domaine. Mais si tu fais des affirmations dans un domaine que tu ne maîtrises pas, ce qui s'appelle l'ultra-crépédérianisme, mais t'es pas obligé de le faire dans un débat. Même sur un sujet que tu connais pas, t'es pas obligé de faire des affirmations. Tu ne connais pas, tu dis je ne connais pas, mais toi apparemment tu connais. Comment tu connais? Comment ça se fait? Mais là je suis d'accord avec toi. Je réagis puis après je te laisse la parole. Mais je suis d'accord avec toi parce que c'est ce que je fais quand je monte en live avec vous. Et plusieurs fois il y a des cas qui m'ont dit tu parles pas arabe, ferme ta gueule, ton avis vaut rien, tu vois. Bon bah je me mets en retrait puis après je vous laisse bosser les gars. Mais j'en ai conscience hein, de pas tout savoir et d'être capable de pas tout savoir et de l'assumer. Mais tu prends trop à cœur excuse-moi, tu prends trop à cœur les commentaires de 2 personnes. 3, allez. Sur des lives où il y a 800, 1000, là 2800 personnes, tu vois. Et en plus, ils le répètent à chaque fois, les mêmes 2-3 personnes, ils répètent le même commentaire plusieurs fois pour donner l'impression qu'ils sont nombreux. Mais je t'assure sur le mot de est-ce que tu connais l'arabe ou pas, moi, quand je fais des débats en français sur l'islam, je leur dis je ne parle pas arabe. Je parle pas arabe, je ne sais pas lire l'arabe, je ne comprends pas l'arabe. Il y a un problème? Oui, est-ce qu'il y a un problème? S'ils me disent il y a un problème, je leur dis dans ce cas-là, il faut maîtriser l'arabe pour comprendre l'islam. Là, ils ont 2 choix. Soit ils me disent non, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu m'as posé cette question? Soit ils me disent oui, il faut comprendre et lire l'arabe pour comprendre l'islam. Je leur dis dans ce cas-là, sur les 1,5 milliard de musulmans, 80% ne sont pas arabophones. Donc ils comprennent pas l'islam. Donc il y a 80% des musulmans qui savent pas, ils sont quoi alors? D'après toi, ils sont quoi? Ils parlent pas arabe. Et toi, tu as posé comme prémisse que pour comprendre cette religion, il faut maîtriser l'arabe. Tu vois, chaque argument, il y a des contre-arguments. Vas-y, monsieur Sam, je pense que tu voulais dire un truc. Ouais, je voulais. Alors du coup, on va revenir un peu en arrière. Mais t'as raison. Il faut oser s'affirmer. Je pense que c'est ce que Casus Lady souhaite dire aussi.
c'est qu'il faut pas avoir peur des trois rageux qui montrent les dents, parce que derrière il y a des gens qui ont envie d'écouter. Effectivement, c'est un truc qu'il faut. C'est pas facile parce que je comprends Dari aussi, parce que comme je te dis, moi aussi j'ai cet a priori de pas être légitime. On nous a fait tellement de attention, il faut pas parler de ça, tu vois, dans tous les milieux que c'est à la fin on finit par y croire. Mais en fait c'est un sujet comme un autre avec des humains et qui se posent des questions. Donc voilà. Sinon pour revenir deux trois petites minutes en arrière, je comprends aussi ce que Dari veut dire. Quand on m'a beaucoup fait le reproche, ouais, quand t'as été chez Vincent Lapierre et que y a un tel qui t'a parlé, il a glissé son sujet fétiche qui était, je pense, les quotients intellectuels en fonction des origines ethniques, etc. Mais c'est même pas comme ça que je l'ai compris vraiment. Enfin bon, bref, c'est un gars qui est très intéressé par ça, et tu ne lui as pas apporté de contradiction. Donc voilà, effectivement, ça c'est un peu le piège, c'est de se retrouver à faire un hochement de tête un peu trop rapide dans un dialogue qui glisse. Ouais, ça c'est les œufs qu'on casse en faisant son omelette. Mais pour autant, tu veux commenter? On ne m'entend plus? Vous m'entendez pas? Non, toi, c'est Jack. C'est toi. Ah, j'ai dit, si c'est vrai, parce que je sais pas de quoi tu parles, la vidéo avec Vincent Lapierre, mais si c'est vrai, je trouve cette critique légitime. Oui. Alors, il se trouve que, en l'occurrence, c'est pas totalement vrai, parce que je l'arrête immédiatement et je dis, oh là, attention, là, tu me ramènes sur des trucs, et je le prends un peu à la rigolade pour dire, revenons sur le débat, tu vois. Un peu en mode, allez, Rémi, t'as encore trop bu, là, mais gentiment, quoi. Parce que on sait, et le public, en plus, le sait, parce que je l'ai vu, que c'est un peu les obsessions de ce gars-là, précisément. Enfin, les obsessions, c'est comme ça que Zioclo appelait ça, pour être précis. Et donc ça, effectivement, c'est un risque. S'il s'était mis à me parler, mais comment tu expliques que nanana les chambres à gaz? Alors j'espère qu'on va pas se faire strike parce que j'ai dit ça. Nanana le machin, c'est vrai que j'aurais pu être désarçonné. Mais là, il y a aussi un arsenal de méthodes à avoir avec ça, avec soi, qui permet d'éviter de valider, de tomber dans un débat en fait sur ces questions-là. Moi, je vais jamais débattre chez les gens, quoi. Une fois de plus, il y a mépris sur ce que je fais. Je vais pas débattre, quoi. Enfin bon, voilà. Peut-être qu'il faut aller chez eux pour débattre dans ce cas-là. Mais en débat, je me risque pas en temps réel en fait en débat, parce que ça devient une guerre de qui a une bonne mémoire, qui a une plus grande culture, qui a le meilleur aplomb, qui a. Mais si, excuse-moi de. Je peux te résumer ça en une phrase. Hein. Qui a, ça va se résumer à qui a l'expérience de faire des débats. Tout à fait, exact. Mais l'expérience, ça s'acquiert. c'est simple. Exactement. Et moi, je peux pas me prémunir de toutes les expériences possibles et imaginables pour faire ce que je veux faire, donc par défaut, j'évite le débat. Tu vois. Il faut bien commencer. Enfin, sauf si ça t'intéresse pas, ça c'est autre chose. C'est pas ça, c'est juste que imagine la situation en cas concret. Je vais chez Vincent Lapierre, des gens d'ultra-gauche me disent que c'est un néo-nazi. Selon cette logique-là, je devrais donc me renseigner. Il faut que j'utilise les bons mots. Selon cette logique-là, je devrais donc me renseigner sur tous les trucs Enfin, je devrais être capable de débattre avec eux de ça, alors que moi, je vais pour parler d'esprit critique. Et en fait, je peux pas rentrer dans ce jeu-là, tu vois. Heureusement, ça s'est pas passé. Ce n'était pas ce que les gens d'ultra-gauche décrivaient. C'était un peu ce qu'ils décrivaient, mais c'était pas ce qu'ils décrivaient. Sinon, est-ce que de manière générale, c'est intéressant ce qu'il dit, ce Vincent Lapierre, ou pas? Parce que je connais pas. Pour ce que j'en ai survolé, oui. C'est pas j'ai pas vu assez pour cautionner ce qu'il dit. Après, le parcours du gars me paraît intéressant parce qu'il remet en question. Il était avant, si j'ai bien suivi tout, chez Égalité Réconciliation. Il en est sorti. Et il est très intéressé par une espèce de journalisme de terrain, tu sais, très politique et très français. Après, je n'en sais pas plus. Mais c'est pas mon devoir.
une fois de plus, de cautionner dans ma démarche. Et en plus, je dis en intro de ces interviews-là, je dis en intro, je suis pas là pour cautionner, je suis pas là pour valider la personne, ce que vous avez fait, ce que vous ferez, c'est pas du tout ça que je viens faire, etc. Et c'est difficile d'introduire cette démarche-là dans l'espace public, enfin voilà, le petit espace public de YouTube en tout cas, mais je suis obligé de le faire comme ça. S'il s'agit de faire des débats, alors soit je maîtrise mon sujet, par exemple tu veux faire des débats sur l'ufologie, je vais y aller en direct, il n'y a pas de problème. Si je dois faire un débat comme par exemple Reopen 9/11 et tout ça, eh bien je fais des formats différés, où j'ai le temps de structurer mon information, de comprendre d'où vient l'argument de l'autre. Est-ce que c'est vraiment le cas, Sam? Est-ce que je te pose la question, mais vraiment sans brut de décoffrage. Est-ce que tu te sens réellement capable de faire un débat en direct sur l'ufologie? Oui, parce que là j'ai un bon gros packaging, ouais. Oui, mais est-ce que tu penses que c'est ça? C'est ça faire un débat, avoir des connaissances dans un domaine? Parce que je t'assure, le débat c'est un tout autre exercice. Quand je te vois toi en tout cas faire tes entretiens, je sais plus quel mot on avait, tes débats épistémiques, on avait trouvé. Politique, non, je sais. Entretien de politique épistémique, un truc de genre. Tu as une connaissance de ton sujet, tu as une maîtrise de ton sujet, et ça inspire. Ça fait que tes interlocuteurs savent qu'ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes et toutes sortes de choses. Ils vont pas pouvoir t'écraser avec du bluff. Ils vont pas pouvoir, parce que tu vas relever tout ça, et très très vite ça va être un débat de fond. Et ce que tu fais sont des débats de fond. Tu prends des sourates, tu prends des passages, tu prends des interprétations, tu prends et en tout cas pour ce que j'en ai vu, maintenant je n'ai pas moi non plus regardé tous tes lives en long et en large. J'en ai regardé 2. Ouais, mais c'est pas vraiment. Il y a pas de maîtrise des textes de mon côté ou du côté de Miro. Voilà. Comparativement, si moi je devais avoir le même bagou que toi, je pourrais l'avoir sur l'ufologie, mais je pourrais pas l'avoir sur un autre sujet, quoi. Par exemple, le 11 septembre, avant que je ne fasse mon format sur le 11 septembre, j'aurais pas pu. Malgré le fait que j'avais déjà une idée très arrêtée sur la valeur des remises en question des versions officielles. Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que j'espère que Clément Fraise ne va pas mal le prendre. Je vais vraiment parler de lui. Parce que Clément Fraise, je le trouve vraiment très intéressant et j'adore le documentaire en 3 parties. En 3 parties. Je sais pas, Fake Mad la 3e partie n'est pas encore sortie. Voilà, elle sortira quand elle sortira. La 3e partie sera totalement achevée en février. J'avais dit à Sam qu'elle était faite. Et comme je suis un perfectionniste de merde, j'ai évidemment changé toute la fin au dernier moment. Donc, en ce moment même, je suis en train de monter le générique, là, de début. Donc voilà. Mais je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, parce qu'après, il faut que ça passe au mixage. Mais j'ai tout, j'ai les BO, j'ai tout. Donc ça devrait sortir entre fin février, début mars. Voilà. Ouais, ne prends pas mal ce que je vais te dire là, mais je vais te dire exactement ce que je pense. Hein, et c'est par respect que je le fais, Clément. Il vient de faire un documentaire sur peut-être 2 ans, peut-être même plus, sur justement pour remettre en cause toutes ces théories complotistes par rapport à la Covid et le Dr Raoult, enfin tout. Donc il a des connaissances. Et je l'ai vu en débat sur ces questions-là chez Cassius, et je t'ai pas trouvé bon. Clément. Je sais pas ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas. Mais je suis pas du tout le meilleur débatteur là-dessus parce que Mais les connaissances, tu les avais. Non, je pense qu'il y a un syndrome post-traumatique. Je sais pas si tu m'as vu en débat avec le médium Philippe Roche. Non, Philippe Roche, c'est un imitateur. Bon, voilà, ok. Philippe Roche, c'est un imitateur que j'embrasse. Non, mais là, je suis beaucoup plus pas dans une zone de confort, mais c'est un sujet que je n'ai pas abordé avec des médiums depuis très longtemps, donc tout va bien. Là, il s'avère que les conneries anti-vax, je les entends, je sais pas, 10 heures par semaine depuis 3 ans. Sachant qu'entre-temps, le documentaire a mis énormément de temps à sortir à cause de problématiques
très personnelles, et notamment TDAH et compagnie, qui m'ont poussé à procrastiner contre ma volonté, mais parce que ce film était sortable en un an en réalité. Hein. Et d'une manière générale, je perds patience quand c'est des arguments auxquels j'ai répondu 36 fois sur Twitter en 15 jours, tu vois. Donc effectivement, je peux pas faire un entretien. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, par exemple, la dernière fois que je l'ai fait chez Casus, à chaque fois, il apportait un argument, j'apportais le contre-argument, il changeait d'argument. Et ça a été une succession de synthèses où je le mettais en PLS perpétuellement, avec le chat qui assénait au passage des présents de vérité générale magnifiques. Et donc du coup, oui, non, moi je suis pas je suis pas très bon je suis bon en entretien épistémique, mais quand je prends le temps de me poser à 23h50 sur un live TikTok avec des mecs qui me ressortent que le vaccin donne la 5G, je déconne, mais on n'est pas loin. Ouais, effectivement, je peux perdre un peu patience. Ouais. Il y a des chances. Donc c'est une question de résilience peut-être. Sur ce sujet-là, oui. Oui, sur ce sujet-là, bien sûr. Sur ce sujet-là, absolument. Je peux comprendre. Non, moi je voulais vraiment juste Jack, moi je pense qu'il y a aussi faire comprendre je finis juste la phrase et je te laisse. Je voulais juste faire comprendre à Sam que vraiment le débat c'est un exercice à part. C'est-à-dire vraiment, même si tu as 3 doctorats, bon, apparemment il y a des gens qui ont 3 doctorats, même si tu as 3 doctorats et que tu veux parler sur les sujets de ton doctorat, si tu n'as pas l'habitude de faire des débats, c'est complètement, parce que si lui apporte une information, toi tu apportes une information, lui, c'est pas un débat. Je vous assure, c'est-à-dire deux personnes qui apportent des informations mutuellement, ce n'est pas un débat. Et ce genre de débat, pour le coup, moi je les trouve complètement stériles. Ça sert à rien. Même les personnes qui nous écoutent, ben, ceux qui étaient déjà d'accord avec une personne vont rester d'accord avec lui. Rien ne va changer. Le débat, c'est autre chose. Il y a des subtilités, il y a des trucs où tu démolis carrément ce que la personne en face dit, sans que toi-même tu apportes d'informations. C'est même le contraire. C'est en démolissant l'information qu'elle a apportée, une fois qu'on a établi que c'est bon, que l'information qu'elle a avancée, qu'elle prenait pour vraie, ne l'est absolument pas, ou qu'elle n'a aucune raison de l'être, là, il y a de la place pour que toi tu apportes ton information. Sinon, ça sert à rien. C'est-à-dire les personnes qui pensent que son information, l'information de la personne A est valide et qu'elle n'entend pas pourquoi elle n'est pas valide, sans entendre la contre-information, vraiment détruire juste les affirmations de la personne. C'est ça, pour moi, c'est comme ça que je vois le débat. Mais je pense qu'avec Mihoub, c'est vraiment la méthodologie qu'on a développée depuis 3 ans maintenant. Oui, Amel? Bon, la prochaine fois, je vais te couper la parole parce que tu as abordé ce que je voulais dire. Non, sinon, il y a beaucoup de commentaires. Il y a des gens qui ont certainement la même maladie que Mihoub. Ils veulent qu'on parle de Aïcha. Donc, ça n'arrête pas. Et puis après, j'aimerais bien poser la question à Clément. Quelle était la célébration de tout à l'heure? J'ai pas compris. T'as fait un... Comme ça, j'aimerais bien savoir ce que t'as célébré. On l'a tous vu, Ah bah oui. Non, j'étais content parce que la BO du générique de la partie 3 matchait à mort sur mon montage et j'étais très fier de t'es sur le montage, parce que mon compositeur de la bande originale de Fake Up Unifusion est un génie qui aura un jour un César, voilà. En ce moment, il est sur l'orchestration du prochain Ducobu et ce mec a un César dans moins de 10 ans, voilà, vous le saurez. Ok. Et j'ai juste une question justement par rapport à ça. Tu fais toujours tes montages avec ces vêtements ou c'est comme ça que tu t'habilles pour faire des montages? J'ai pas eu le temps de me changer. Je suis rentré d'un rendez-vous. Voilà. Donc j'étais en rendez-vous à l'extérieur. Ah, donc c'est pas l'uniforme du menteur. Ok. Ben. Du menteur, non, du mentaliste, tu veux dire. Après, voilà, je prends assez mal. Non, mais pour le coup, non. Par contre, je suis tout le temps en costard, ça oui, au quotidien. Clément est peut-être le plus classe de la zététique. Oui. Il essaye malgré le fait qu'il est probablement le plus pauvre. Mais il a la chance d'avoir des très bons amis tailleurs qui lui font des challengers. Et Clément a une quinzaine de surmesures qui mettraient à l'amende le roi Charles. Mais la réalité, c'est que
j'ai la chance d'avoir des très bons amis tailleurs qui me font des costumes quasi gratuits, d'une manière de troc entre guillemets. Et donc je suis le plus pauvre de la bande et je suis le mieux habillé. Voilà, bon, ça fait partie des contradictions que j'ai. Voilà. Sinon, Minamor, je sais pas si elle a envie de. Non, mais Mina, elle parle quand elle veut. Elle le sait. Non, Moi, je vais. je vais m'abstenir cette fois. J'attends les Aïcha. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Amina. J'espère que tu vas bien. Moi, je prépare mes textes, tu vois, comme ça, on a de la matière. On est prêt. Quand vous dites le mieux habillé de la bande, c'est la bande des zététiciens, c'est ça? De tous les producteurs de contenu et de tous les producteurs de contenu et même de la vulga francophone. Je vais aller jusque là, Clément. Oui, je vais aller jusque là. Je valide. J'aimerais bien dire, parce que vous avez oublié un truc qui est très très important de ce système, parce que vous parlez de ce mouvement-là. Le truc qui est très spécial avec ce mouvement-là, c'est comment on dit, les femmes qui participent dans ce mouvement-là. Ça, c'est qui est vraiment unique, hein. Les femmes musulmanes, ex-musulmanes, hein. Les femmes ex-musulmanes, par exemple, comme Amina, là, t'as Fula, là, qui fait des vidéos, elle va monter avec nous, peut-être dans 10 minutes. Alors, on a beaucoup de femmes musulmanes qui participent dans cette, Félicitations, parce que nous, on a échoué, je ne sais pas comment ni pourquoi, on n'a pas réussi trop à avoir des bonnes statistiques de profil féminin sur nos spectateurs et à avoir des femmes productrices de contenu ou intervenantes. Elles sont assez rares encore, c'est beaucoup trop rare du côté pure méthode sceptique. J'ai peut-être une phrase là-dessus qui t'a un peu plus suicidé ma carrière à chaque fois que j'ouvre ma gueule. En fait, je pense que la zététique est d'une manière générale une méthode de déconstruction d'idées reçues. Ça, on est tous d'accord. Donc, il faut de base avoir à cœur une certaine déconstruction. Et ça se juxtapose très souvent à des idéologies politiques qui remettent en cause pas mal de paradigmes. Et la critique permanente qui revient le plus souvent en tout cas, je pense à quelqu'un comme concrètement moi que j'ai connu à ses débuts sur Twitch et qui reviewait mes vidéos et avec laquelle j'ai été. Très vite, la politique purement idéologique a pris le dessus et la critique principale était oui, mais du coup, j'avais des mâles blancs hétéros qui m'apprenaient la vie. Du mansplaining et toutes ces conneries. La réalité, c'est que moi, je suis un jeune de 26 ans. Quand je suis arrivé en zététique, ce sont des mâles blancs hétéros qui m'ont aussi appris la vie. Et certains étaient belges et roux. Donc ça c'est encore, mais bon, ça c'est vraiment encore pire. C'est vraiment et c'est assez dégueulasse d'une certaine manière. Ça, boire ou conduire, il faut choisir. Ça, mais pour le cumul des mandats. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est le lot commun de tout le monde, si tu veux. Tu arrives en zététique, tu vas digérer, et dans n'importe quel domaine, tu vas digérer une somme de concepts qu'il faut assimiler, qu'il faut prendre à cœur. Parfois même, on te dit, t'as vu, tu as assimilé ce concept, ben on t'a baisé la gueule, mais c'est pour que tu comprennes. Un exemple tout bête, moi, très rapidement, j'ai mis à contre-pied les connaissances et les croyances. Donc, on m'a dit, Clément, tu vas voir, la zététique, c'est très simple. Tu as les connaissances, c'est tout ce qui est validé par la science, et tu as les croyances, c'est tout ce qui n'est pas validé par la science. Et puis, lorsque tu as bien assimilé ça, on te dit, non, en fait, je t'explique, la science, c'est une croyance, parce que tout est croyance. Et là, tu prends un coup dans la gueule. Mais on te dit, Clément, si jamais depuis le début on t'avait dit la science est une croyance, tu serais tombé dans le relativisme postmoderne. Et les mecs ont raison. Et donc, il y a tout un pan de trucs à construire, à déconstruire, à retricoter, à redétricoter. Et à chaque fois que j'écoute une conférence de ça, mais même récemment en lisant son livre, Arrêtez de croire n'importe quoi, que vous pouvez acheter bien sûr aux éditions. Eh bien, ce livre m'a, alors que j'ai derrière moi peut-être bientôt 10 ans de scepticisme, j'ai découvert ça vers mes 17 ans, je puis vous assurer que encore aujourd'hui, je me suis, grâce à ce bouquin-là, pris 2-3 claques dans la tronche. Alors que j'ai fait des vidéos sur le sujet et compagnie. Donc, je pense que c'est tout le temps que l'on se mange des explications en permanence qui parfois vont titiller même un petit peu notre ego, de nous dire ah oui, mais je pensais des trucs comme ça. Et je pense que peut-être le fait qu'il y ait pas mal d'hommes décourage certaines femmes. Voilà, tout simplement.
Merci beaucoup. Et je confirme hein, pour le livre. Et je pense que Mihoub s'en souvient. Il y a 1 an et demi, vraiment 1 an et demi de cela, on faisait des lives. C'était même pas encore sur TikTok. C'était sur une autre application. 1 an et demi ou 1 an. Enfin, je me rappelle plus. En tout cas, il y a quelques mois. J'ai conseillé ton livre. Monsieur Sam, c'était vraiment quand t'as fait une vidéo pour dire tout le monde peut copier cette vidéo et la mettre sur son YouTube. Donc je me rappelle plus de la date exacte, mais c'était vraiment ce jour-là. J'ai conseillé ce livre-là parce que je fais confiance à ton travail sans avoir lu le livre. Et j'ai dit ce jour-là à Mihoub, je vais essayer, je sais pas si ça va être possible, je suis personne, il ne me connaît même pas, mais je vais tout faire pour que Monsieur Sam vienne sur notre live et qu'on discute et qu'on discute d'esprit critique. Je te rappelle, Mihoub. Donc, je suis très content que ça c'est. Moi, je suis quand même, Jacques, moi, je vais profiter. Tu me connais, moi, je te jure, parce qu'on a Monsieur Sam avec nous, et j'aimerais bien profiter de parler de quelque chose, parce qu'il vient de la Belgique. Et on parle de l'islamisme en Belgique, c'est vraiment grave, quoi. Parce que, par exemple, ici, en TikTok, là, t'as par exemple un imam ici qui est en train de parler, par exemple, de mariage des petites filles, qu'il faut tuer les apostats, et qu'il est avec ça. Aujourd'hui, en 2024, et il vit en Belgique. Par exemple, moi, personnellement, je reçois chaque jour des dizaines de menaces de mort, des insultes et tout. Et il y a plein de ces menaces-là qui viennent de la Belgique, hein. Et même des gens qui montrent leur visage. Est-ce que vous êtes au courant de cette mouvement, c'est islam en Belgique, quoi? Ben moi, comme je te dis, j'ai vécu peut-être mes 10 premières années parce que j'étais très pauvre et donc forcément je me retrouvais dans des quartiers à forte mixité. À Bruxelles, c'est pas des banlieues, c'est des quartiers plic-ploc par-ci par-là et ça bouge beaucoup. Parfois c'est telle ville, telle commune, puis ça devient telle commune qui est plus l'endroit où toute l'immigration se fait et où la mixité ne se fait pas. Et oui, j'ai vu la même chose que j'ai ressenti en France et à Paris et tout ça, et ça m'étonne pas du tout. J'ai vu à la fois, bien sûr, un côté super humain, super accueillant, c'était la fête quand c'était Ramadan, on allait manger, etc., avec tout le monde, c'était cool. Et puis à la fois, oui, il y avait des gars assez vénères sur la religion et sur le truc. Il y avait des bruits même qui circulaient sur l'imam de tel quartier qui était un peu ci, un peu ça. Et puis après, on a eu des foyers terroristes même, des gens qui allaient en Syrie. Alors je sais pas si c'est exactement les mêmes courants et tout ça. Je voudrais pas faire de bêtises en parlant mal. Mais ouais, c'est bien radical. Il y a beaucoup de radicalisme à Bruxelles principalement. Il y en a beaucoup. Et c'est triste parce que c'est comme partout, ça représente pas du tout les musulmans, tu vois. Mais comment ça se fait qu'il soit dans l'impunité totale? C'est-à-dire, il se montre à visage découvert, il lance des menaces. Écoute, j'ai un début de réponse. C'est le malaise que moi-même je ressens. J'ose pas. J'ai l'impression de pas être légitime pour me prononcer et j'ai l'impression que soit on est trop prudent comme moi, soit on est trop incisif et extrémiste dans l'autre sens. J'ai malheureusement des amis qui ont alors j'en ai pas beaucoup, mais il y en a un ou deux à qui je pense qui sont très vociférants à l'égard de tous les musulmans et ça me rend triste et c'est soit, en tout cas pour mon observation, hein, ça reste mon observation, soit des gens qui se taisent et qui sont prudents et à qui on a appris les valeurs de tolérance et tout, donc qui veulent pas dire de conneries, soit des gens qui sont très agressifs et racistes et ouvertement anti-musulmans en plus d'être anti-islam. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il y a pas beaucoup de dialogue, je trouve, en tout cas pour mon expérience de Bruxelles. Il y avait pas, c'était pas terrible, quoi. Et je le regrette parce que je me sens un peu coupable du coup. Je me dis, c'est moi qui me suis interdit d'en reparler comme de n'importe quel sujet. Je suis un peu con en fait de ça. Enfin voilà. J'ai une question. Est-ce que c'est
toi qui t'es interdit de parler de ça, ou est-ce que tu t'es retrouvé, comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression, en Europe, tu t'es retrouvé dans un environnement qui te force à t'interdire de parler de ça. Je sais pas ce que tu vois, la subtilité. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire l'environnement a des moyens coercitifs qui te poussent à toi-même t'interdire. Ah ben l'environnement, il était pas joli, hein. J'ai vécu dans des coupes-gorges, comme on appelle ça. J'ai eu un début de vie assez difficile où j'ai vécu pendant plusieurs années dans une usine désaffectée, etc. Donc j'ai pas eu affaire aux gens les plus heureux et les quartiers. Quand on n'a pas d'argent, les quartiers sont principalement musulmans à Bruxelles. Maintenant, ça commençait à être un peu les gens de l'Est, principalement la Pologne, etc. J'ai vu une commune moi je suis parti de Bruxelles parce que ça commençait vraiment à être, c'est trop mal géré, quoi. Il y a juste pas de gestion, c'est n'importe quoi. Et donc, bah ouais, forcément, est-ce que c'est moi qui imaginais cette oppression ou est-ce que je la ressentais vraiment? Comment tu veux que je sache? Il y avait des gens qui étaient comme des poissons dans l'eau dans cet environnement. Moi pas. Moi je devais aller quand un copain ou quand une fille me rendait visite, je devais aller le chercher à l'arrêt de bus et l'accompagner jusque devant ma porte. Sinon il y avait un risque de problème. Et à nouveau, ça c'est pas l'islam, c'est la pauvreté. J'insiste. C'est moi ce que j'ai observé, c'est la pauvreté qui rend les gens affamés et agressifs et pas du tout en disposition de se parler, quoi. Alors qu'est-ce que tu veux que je sache? Voilà. Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter qui est intéressant et qui est important à ce niveau. Est-ce qu'on m'entend bien? D'accord. Parce que j'ai les écouteurs, je sais pas. Alors l'erreur, si j'ose dire, principale à l'axone, c'est un euro de mal. L'axiome principal et l'erreur initiale, c'est qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on a laissé à la Belgique le soin de redevenir un pays. Ça, c'est quelque chose qui était de base vraiment une erreur. Mais au-delà de ça, et j'aimerais rebondir sur ce que dit Sam parce que c'est quand même très intéressant. Je l'ai vu passer dans le chat, notre truc et tout. J'ai vu, que ce soit moi de costume ou Sam, il y avait le côté on est des bourgeois. J'ai vu fils à papa du 16e. Sam et moi, on a un parcours assez similaire avec des parents chaotiques. J'ai fait les tours de cartes pour manger dans la rue. J'ai vécu en HLM en banlieue de Marseille de 2 parents toxicomanes dans un truc qui ressemblait à un squat insalubre. Donc, les quartiers musulmans, on connaît bien. Après, la connaissance même que j'ai de l'islam, elle est quasi nulle, mais j'ai à peu près le même. En fait, je vais pas paraphraser ce que t'as dit Sam, mais en gros, la connaissance de pareil, les beaux jours du Ramadan et aussi les mauvais jours. Des règlements de compte et des machins et des gens qui partent au djihad, on connaît aussi. Voilà, c'est juste ça je voulais le dire que c'était vraiment un facteur qui était à prendre en compte dans notre connaissance même très parcellaire du sujet, contrairement à l'idée reçue que la pensée zététicienne peut refléter comme si la zététique était des problèmes de riches. Il n'en est rien. Voilà. Et j'ai eu des sacrés claques, moi, par rapport à ça, justement. La première de toutes, ça a été quand j'ai été voir une conférence alors attention, j'ai été voir une conférence de Jean Bricmont, il y a très 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 longtemps. Donc Jean Bricmont, c'est une personne qui est étiquetée infréquentable, etc. Mais il allait parler justement de la foi. Et il allait en parler dans une académie islamique. Et je sens qu'on est censé être choqué par le nom de Jean Bricmont, mais je te dis la vérité, j'ai l'impression que personne connaît. Ouais, c'est que moi. Voilà. Il défend des positions parfois un peu limites, etc. Mais il a défendu Dieudonné à l'époque où c'était encore plus ou moins défendable. Voilà. Et puis alors maintenant, apparemment, il dit des trucs qui sont pas bien. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais c'est quelqu'un qui, moi en tout cas à ce moment-là, au moment où il a fait sa conférence sur la foi, j'étais très intéressé d'aller le voir. Et je me rappelle que j'ai été le voir en me disant, mais il est fou, il fait ça dans une académie islamique, mais il va se faire dégommer, c'est pas possible. Et c'était le débat le plus apaisé que j'ai pu voir sur la foi. Le mec parlait, et dans l'assemblée il y avait des imams, il y avait des croyants, et tout était dans le respect, tout était vraiment intelligent, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dans le crâne pour aller m'imaginer que je
que je prenais même un risque en allant voir ça. Tu vois? Donc je me dis, on est brainwash par un truc qui est con. Moi, je pense, Sam, des fois, en fait, j'en ai déjà parlé de ça, c'est une vague du politiquement correct. Et maintenant, les gens se soucient tellement de leur image ou de ce qu'on va penser d'eux, qu'en fait, quand on tombe dans l'autre côté, on veut tellement ne pas être ségrégationniste ou raciste qu'on tombe de l'autre côté. Par exemple, si je peux critiquer les chrétiens, si je peux me permettre de critiquer les chrétiens, mais les musulmans non, inconsciemment, je suis en train d'être ségrégiste envers les musulmans. Même si c'est pas une intention de faire du mal ou quoi que ce soit, mais c'est une sorte de ségrégation. Et ça, c'est à cause de cette grosse vague du politiquement correct, d'avoir peur de se faire taxer de islamophobe, peu importe. Non, mais je précise juste, c'est pas critiquer les chrétiens ou les musulmans. Critiquer le christianisme ou l'islam. Bah, si tu veux critiquer les chrétiens et les musulmans, vas-y, mais c'est pas un groupe hétérogène. Donc la seule chose dont tu vas être sûr, c'est de te tromper. Voilà. Mais la religion en elle-même, c'est des textes. Donc c'est quelque chose de tangible, de fixe. On peut les lire, on peut les critiquer. Mais oui, tu as raison sur ce point. Non, tu as raison sur ce point. C'est-à-dire, moi, quand j'ai eu ce débat là avec quelques personnes qui se prétendaient communistes et de gauche et ultra-gauche et matérialistes, oui, on peut dire des trucs sur le christianisme et on s'interdit de dire des trucs sur l'islam. Pourquoi? Parce que tu penses que les chrétiens sont des gens matures, responsables, capables d'encaisser la critique de leur religion, et que le musulman, non. Mais est-ce que c'est pas le summum du paternalisme et de l'essentialisme et de l'amalgame? Pour moi, je pense que si. Et changer un comportement avec tes concitoyens en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur ethnie ou en fonction de leur religion, je suis désolé, mais ça peut s'apparenter à du comportement raciste ou du moins d'un comportement qui a une base intolérante. Parce que le mot racisme ici n'a pas vraiment le sens premier. Je suis tout à fait d'accord et je vais vous quitter sur ces bonnes paroles malheureusement. Et je suis très content d'avoir appris tout ça ce soir. Vraiment, je vous remercie sincèrement du fond du cœur, tous autant que vous êtes, tous et toutes. Et personnellement, voilà, je vais aller rejoindre ma petite famille maintenant. Et j'espère que je vous reverrai, c'est très chouette. J'ai été challengé positivement, une bonne équipe, des gens bien. C'est super, un très good feeling. Merci beaucoup. Merci. Si tu arrives à récupérer un téléphone qui fonctionne, t'es le bienvenu. Hein. Merci, mais j'aimerais bien que tu reviennes quand on te présente une personne très importante, Aïcha. Voilà, quand on te présente Aïcha. La Aïcha du livre. Deux Aïcha. Vraiment quand on te la présente. Aïcha qui va faire tomber l'islam sunnite de son statut hégémonique dans plein de pays. Elle va vraiment le faire tomber, elle va le faire redescendre à un statut plus acceptable, celui de la religion. Voilà, tout simplement. Donc, c'est le point qui fait tomber le château de cartes, c'est ça? En tout cas, c'est le point que nous, on a décidé d'utiliser. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes ont fait d'autres choix. Peut-être que c'est elles qui ont raison. Même nous, si on utilise ce point, cette porte d'entrée, c'est qu'on a nos raisons. Moi, je vais partir en vous donnant mon habitude par rapport aux gens qui ont des croyances religieuses. C'est toujours de leur dire, de leur poser cette question qui est, quand on la comprend simple, mais qui n'est pas facile à poser, c'est que quand j'ai affaire à un croyant, et quelqu'un qui est croyant dans une religion, je lui demande, est-ce que tu peux me convaincre que c'est ta religion la bonne? Et pour ça, mettons-nous d'accord, il faudra que tu utilises un argument que il n'y a que la bonne religion qui peut utiliser, parce qu'il y a quand même plus de 3000 divinités. D'ailleurs, on est assez similaires, hein, comme disait, je crois, Georges Carlin, on est assez similaires. Tu crois en un dieu,
moi je crois pas en 3000 dieux, toi tu crois pas en 2999 dieux, bon, on est assez similaires, hein, ça rapproche à me dire des trucs comme ça, mais est-ce que tu peux me sortir un argument pour me convaincre que toi tu es dans la bonne religion, la seule vraie, et donc je reconnaîtrai cet argument parce que les fausses religions, les religions que toi et moi savons fausses, hein, nous savons que toutes les autres sont fausses, ne pourra pas utiliser cet argument. On l'utilise très souvent. Voilà, je t'assure que cet argument-là, on l'utilise très souvent. Avant que tu partes, moi, j'ai une proposition à faire. Voilà, ça te donne l'occasion d'accepter ou pas. Et c'est une proposition vraiment pour tout le monde. Hein, on verra plus tard, mais ce sera non. Bah, c'est pas grave, c'est non, c'est pas. Moi, j'aimerais vraiment faire une vidéo avec vous tous, donc surtout les sceptiques de l'espace francophone, mais une vidéo vraiment simple, hein, où j'aimerais que chacun d'entre vous se filme pour nous donner le nom d'un sophisme, nous l'expliquer, et en deuxième partie, qui conseille un livre. Voilà, et j'aimerais, voilà, des petits passages de 2-3 minutes, par exemple de Monsieur Sam, de Thomas, de Dari, de Clément. Je vais vraiment contacter tout le monde. Voilà, juste des petites vidéos comme ça de 2-3 minutes que je vais faire, et je vais faire le montage, et je pense que ça serait vraiment intéressant pour les abonnés YouTube. Voilà, on vous salue. Ouais, j'avais la même idée, Jack. Comme par hasard. Pour un autre sujet, pour la campagne justement de la marche des apostats, j'aimerais justement une collaboration avec toute personne qui croit en la liberté de conscience et tout. Une phrase peut-être qui ressemblerait à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quitter une croyance, quitter une religion n'est ni un crime ni une honte. Une phrase comme ça, et que qu'on enregistre ça, que tout le monde puisse la dire, et que ça soit la campagne de la marche des apostats. Voilà. J'avais un peu le même genre d'idée que chacun d'entre vous fasse une vidéo de striptease, mais là c'est juste pour mon usage personnel. Je vous remercie. On va toujours faire un calendrier Pirelli des youtubeurs sceptiques, hein. C'était une idée géniale. Bref, c'est parti en huit folles. Jack, c'est une super bonne idée, moi je te rejoins parfaitement. Fais gaffe qu'on se télescope pas à choisir les mêmes. Enfin bon voilà, l'évidence, hein, il faut pas. C'est à moi, je m'occupe de ça justement. Voilà. Tu coordonnes. Mais les premiers arrivés, c'est les premiers servis. Donc. Bien sûr, évidemment. On a réservé mon sophisme favori alors. En tout cas, tu peux le faire dès maintenant. Ce sera avec grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Je m'enfuis, je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci. Et prenez bien soin les uns des autres. C'est ce qu'il y a de plus important. Merci, monsieur.